les présidents des partis politiques, d'abord nous tenons, Albert et moi, à vous remercier pour votre présence à cette conférence de presse. Et nous tenons aussi à remercier les journalistes qui ont bien voulu faire ce déplacement. En effet, l'heure est grave. Nous avons tous salué l'avènement du CETERI, mais en mettant l'accent sur le fait que si le CETERI est venu libérer le Gabon, le CETERI devrait tout faire pour que ce pays connaisse une véritable démocratie, mais à condition qu'il n'ait pas l'intention de se mêler à la lutte politique, ce que nous déplorons aujourd'hui. Des tentatives ont été menées pour que nous ne tenions pas cette conférence de presse. J'ai moi-même été l'objet de coups de fil parce qu'ils estimaient que, à nos âges, nous devions encore avoir peur. Et c'est pour cette raison que, résolument, nous avons décidé, chacun à son tour, à délivrer un message. Ensuite, il y aura des questions et réponses adressées à l'un et à l'autre. Et Albert a bien voulu que je puisse commencer. Mesdames et messieurs, le Parti social-démocrate et moi-même rejetons avec force les conclusions d'un dialogue qui n'aura été, en définitive, que monologue, dont les conclusions concoctées par le CETERI ont imposé à un prélat et imposé à un prélat qui s'est révélé sans âme, sans mordant, sans discernement. Je ne veux pas manquer de respect à nos évêques, mais ils ont manqué l'occasion là d'unir les Gabonaises et les Gabonais, parce que c'est leur mission. S'ils se rendent compte qu'un groupe d'individus exclut un autre groupe d'individus, c'est à eux de dire que ça ne correspond pas à leur éthique. Les jugements de valeur rendus ça et là doivent rappeler ce que Jésus a subi. C'est parce que le peuple a voulu rendre justice comme il a voulu, avec passion, que l'on a préféré Barabbas à Jésus et qu'il est mort sur la croix. Donc le peuple, c'est bien. Réunir 600 personnes après leur avoir dicté ce qu'ils avaient à faire, c'est bien. Mais un évêque doit prendre ses responsabilités et refuser l'ostracisme, refuser la désunion. Nous avons vécu 1990, c'était des moments terribles, mais on n'a pas exclu qui que ce soit. On n'a pas réduit le nombre de partis. Et d'ailleurs,
comme vous le savez, ceux qui ont lu Machiavel et les fervents de Machiavel doivent savoir que la pléthore de partis politiques est liée certainement à l'idée de diviser pour mieux régner. Et que si on avait l'intention de resserrer le nombre de partis politiques, il conviendrait peut-être qu'ensemble nous édictions les règles du jeu, règles acceptées par tous, de disparaître si on n'atteint pas les objectifs que l'on se serait fixés. Mais les dictats, on n'en veut plus. On ne veut plus de dictats. Depuis les indépendances jusqu'à présent, on a vécu comprimé. On n'en veut plus. Et puis, je voudrais dire à nos amis journalistes que quand on pense que le mal du Gabon vient des partis politiques, c'est qu'on ignore que les partis politiques n'ont aucune responsabilité dans la gestion des affaires de l'État. Et même le Parti démocratique gabonais, ce sont quelques responsables qui ont encouragé la situation que nous connaissons. Et parmi ces responsables, il y a la garde républicaine. Et donc, si on devait dissoudre une entité, la première à dissoudre, c'est la garde républicaine, qui ne joue pas son rôle. En dehors d'être surarmée et de faire des coups d'État à la demande, à la commande, on peut dire que lorsque nous avons été à Paris, nous avons essayé d'expliquer, de penser que la garde républicaine était une garde pour tous les responsables politiques gabonais, du moins qui assument des responsabilités, et pour garder les édifices de la République. Mais ça n'est pas ça. C'est devenu une armée, un bras séculier du pouvoir, et qui emporte la responsabilité de toutes les exactions qu'on a connues dans ce pays. A-t-on demandé seulement de dissoudre la garde républicaine? Non. A-t-on demandé de dissoudre le Sénat, qui n'apporte rien aux collectivités locales? Non. A-t-on demandé de dissoudre le Conseil économique et social et environnemental parce que ces avis ne sont même pas lus par le gouvernement? Non. Alors, pourquoi restreindre les partis politiques, les libertés? Ces partis politiques qui ont lutté pour préserver les libertés, la libre expression. On a dû batailler fort pour y parvenir. Nous faire reculer. Demander qu'un seul jour, les partis ne s'expriment plus. Eux qui n'ont que ça, la parole, pour donner leur point de vue. Ce sont peut-être des oiseaux de mauvais augure, mais nous qui sommes chasseurs, l'oiseau de mauvais augure vous avertit des dangers. On pense qu'il y a un malheur au village, mais en réalité, cet oiseau vous invite à regarder au niveau du sous-bois s'il n'y a pas une bête féroce, s'il n'y a pas des fourmis maniants. Donc, on n'a pas à s'offusquer de la pléthore soi-disant des partis politiques. A-t-on seulement dissous les églises qui hurlent à tue-tête
des messages comme si les chrétiens n'étaient pas dans la salle et qui heurtent nos tympans tous les jours. A-t-on suspendu les associations? Non. On a voulu s'attaquer aux partis politiques. Mais on dit chez nous, je ne sais pas si chez les Francs c'est la même chose, mais on dit chez nous les Pounous, que celui qui mange les noix de palme, c'est le perroquet. N'allez pas chercher loin. Si vous avez une plantation, vous avez un palmier et des noix de palme, celui qui vient manger vos noix de palme, c'est le perroquet. Vous ne voulez jamais vous attaquer au perroquet, parce que c'est un totem. Qui oserait jeter la pierre à un perroquet? Mais celui qui a le bec rouge, c'est le pigeon. Mais il est tellement beau. On aurait pu dire, c'est ce pigeon-là qui mange nos noix de palme, c'est pourquoi son bec est rouge. On ne s'attaque pas au pigeon. On s'attaque au hibou, tout simplement parce qu'il a une grosse tête. Alors que le hibou ne fait rien. Ne vous dérange pas. C'est ce qu'on veut faire des partis politiques. Et nous disons non. Nous disons non. Non, encore 3 fois non. Nous n'accepterons plus de nous faire dicter à une sorte de loi. Et nous attendions beaucoup du CETERI, mais à condition qu'Oligui ne soit pas candidat. Parce que s'il avait respecté son propos du départ, on serait très heureux en train de tous préparer les élections à venir. La discrimination au niveau de l'âge. Mais on oublie que tout électeur peut être élu dès qu'on est inscrit sur la liste électorale. Alors, si à Ngongé, on a prévu qu'à partir de 18 ans, on puisse être candidat, jusqu'à 100 ans, voire plus, parce que nous pensons que tout dépend de la souveraineté du peuple de choisir un tout jeune ou un très vieux. Et que ce serait de l'arriération de notre pays de nous enfermer sur les âges, d'autant plus que dans aucun pays au monde n'existe cette disposition. Dans aucun pays. On veut limiter les partis politiques, on veut limiter les candidatures en excluant les tout jeunes et en excluant ceux qui ont de l'expérience, même quand la science indique qu'à partir d'un certain âge, on est plus apte à gérer les affaires de l'État. Vous vous imaginez un monsieur fringant comme on doit ça, je ne parlerai pas de moi-même, bien sûr, soit impotent désormais pour gérer le pays? Je crois que non. Et je voudrais aussi vous inviter à méditer ceci. J'ai entendu des gens parler de tradition. Ils sont allés, on a invité des gens pour parler de tradition. Mais est-ce que seulement ils ont parlé de tradition? Nos traditions, qu'on soit Fon ou nous, Zébi, on compte que vous soyez patrilinéaire ou matrilinéaire, l'enfant vit dans sa patrie-localité. Il vit, il sert sa famille paternelle, il meurt dans sa famille paternelle et c'est tout un honneur qu'il soit enterré par son père ou par sa famille paternelle. Et par conséquent, tout ce que l'enfant réalise, même quand il est à Libreville, appartient à la famille paternelle parce qu'il construit toujours
dans sa patrie localité. Ça veut dire que quand on dit c'est très séduisant, et moi j'ai failli à ma préoccupation de protéger les uns et les autres, j'ai donc failli parce que j'ai trouvé séduisant quand on parle d'un candidat qui est de père, qui a un père et une mère gabonaise, ou des parents gabonais, qui a une femme gabonaise. Tout ça est très séduisant. Mais où est-ce que nous mettons nos traditions? Parce que l'enfant, quand il est chez son père, il peut commander, et commande le plus souvent dans sa patrie localité. Quand on ne veut pas l'écartèlement entre la tradition et la modernité, il faut harmoniser les deux et trouver des solutions. Et il ne faut pas confondre les slogans de campagne à la Constitution. Il y a des choses qu'on peut dire pendant la campagne, mais qu'on ne peut pas écrire dans une Constitution. Être de père et de mère, avoir une femme gabonaise, comme je l'ai mis dans une image, ils sont bien de chez nous, c'est la propagande. Ça, c'est réservé à la campagne. Être jeune, éventer ses muscles ou son dynamisme, c'est réservé pour la campagne. Avoir de l'expérience, avoir un background, avoir un curriculum vitae bien rempli, c'est réservé à la campagne, pour que le peuple sache qui choisir. Avoir un projet de société, cela fait partie de la campagne. Mais il faut éviter que parce que nous sommes mus par la passion, nous puissions diviser au lieu de rassembler le peuple gabonais. Je vous invite, mesdames et messieurs les chefs de parti, à méditer cela. Ce n'est pas facile aujourd'hui de le dire, comme d'aller à contre-courant. Mais je rappelle aux traditionalistes qui, comme j'ai rappelé aux prélats qu'ils ont échoué, les traditionalistes ont échoué aussi. Bien sûr que, tel que c'était organisé, quand on n'est pas dans une commission donnée, on ne peut pas réagir. Tout était fermé, tout était orienté, cadenassé, compartimenté. Mais toujours est-il que voilà ce que ça a pu donner. Et je dirais tout simplement que au président Oligui Nguema, pour qui on peut avoir de l'estime, il doit éviter d'être comme Ponce Pilate, qui s'est dit, le peuple a décidé, moi je m'en lave les mains. Lorsque, et c'est pour la première fois que j'en parle, parce que l'heure est grave, lorsque nous avions été reçus à la présidence, les dignitaires, j'ai été heurté par une seule chose, la réaction du président. Parce que je lui ai dit que quand il y a un référendum, ceux qui ne sont pas d'accord, eh bien, expliquent au peuple pourquoi ils ne sont pas d'accord. C'est démocratique. Et lui de me répondre que si le référendum ne donne pas raison au CTI, il va faire un second coup d'État. Je trouve cela scandaleux. J'ai été écœuré. Je n'ai pas vu la réaction d'un Miboto, d'un Malekou ou d'un Revangué. Moi, j'ai été écœuré. Parce que, comme on dit beaucoup, avant Omar Bongo,
avec les baïonnettes, on peut tout faire sauf s'asseoir dessus. Non. Dialoguons. Nous invitons le président de la transition à avoir moins de morgue, à avoir plus de considération pour l'autre, à savoir écouter l'autre, à savoir appréhender les préoccupations de l'autre, pour qu'on arrive à s'entendre. Il faut dialoguer, mais nous refusons de dialoguer dans la peur. Je sais que ce qui s'est passé au dialogue, c'est certains qui ont inspiré cela. Un jour, dînant avec un pédégiste, il m'a fait la confidence qu'il a demandé, ils ont demandé à Oligui comment il allait faire pour canaliser les passions. Et cette forte canalisation a débouché sur l'exclusion des personnalités politiques, pourtant impliquées dans la situation du coup d'État. Parce qu'on ne voulait pas de contradiction. Quand dans un pays on ne veut plus de contradiction, c'est une dictature qu'on prépare. Et nous ne voulons plus être dans ce pays témoins d'une dictature. Et nous qui avons un certain âge, c'est même pas une question d'âge, parce que quand j'étais plus jeune, j'ai pu claquer la porte en plein Conseil des ministres, ce qui veut dire que ce n'est pas maintenant que je vais avoir le doigt sur la couture du pantalon. Donc j'invite, pour terminer, le président de la transition à se ressaisir, à ne pas écouter de faux partisans, à savoir qu'aujourd'hui il peut y avoir un semblant de popularité, mais demain il peut être jeté aux orties, comme beaucoup avant lui. La sagesse voudrait qu'ils reçoivent les présidents de parti parce que ce sont eux qui sont concernés, qu'ils discutent avec ceux-là et qu'ils trouvent des solutions inclusives, pas celles qui excluent qui que ce soit. Il veut être candidat, qu'il le soit, mais qui n'empêche pas d'autres à l'être. Même si, en étant candidat, il se dénie. Mais il a bien lu Machiavel, peut-être une lecture rapide. Parce que Machiavel était là pour demander à ceux qui gouvernent d'éviter aussi tous ces travers, mais pas de les appliquer. Aussi, mesdames et messieurs, encore merci. Je vais demander à notre ami Albert à se prononcer également à son tour. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je n'attends plus que vos questions. Je vous remercie. Je commencerai par remercier le président Pierre Claver Mabanga-Moussavou pour m'avoir offert l'hospitalité, en tout cas l'occasion de m'exprimer depuis de nombreux mois. Gabonaises et Gabonais, chers compatriotes, chers participants en vos titres, grades et qualités, mesdames et messieurs, l'objet de mon intervention de ce jour est de faire un certain nombre de rappels à une population qui me semble, à certains égards, désemparée, car sans vision, sans modèle ni fil conducteur. Au sortir de la dernière élection présidentielle, j'ai donné mon point de vue sur la prise de pouvoir par les militaires. Je ne reviens pas dessus. J'ai par la suite, lors d'une audience que m'a accordée
président de la transition, rappeler que tout processus a un antécédent et un conséquent, et que le 30 août, dont tout le monde parle, n'aurait pas eu lieu si le 26 août n'avait existé. C'est dire, en termes clairs, que je suis pour ma part un homme du 26 août. L'élection présidentielle, dont les résultats sont connus de tous, on ne peut ni l'effacer, ni l'oublier. Cette période est irrémédiablement ancrée dans la mémoire des Gabonais. Par stratégie et par tactique, je n'ai pas voulu délibérément engager un bras de fer avec le CRTI, car une telle posture m'apparaissait contre-productive et surtout n'allait pas dans le sens de la volonté populaire. Visiblement, le peuple gabonais, formé en majorité des hommes et des femmes qui ont porté leur suffrage sur ma personne, voulait l'apaisement. Je me suis plié à cette exigence et mon attitude a été différemment interprétée. J'ai considéré pour ma part que la transition s'est imposée à la nation gabonaise, au peuple gabonais par voie de conséquence, à moins que le peuple gabonais avait élu massivement pour sortir du régime tyrannique de M. Ali Bongo. N'ayant pas une vision manichéenne où il n'y a que le bien et le mal sans nuancer, j'ai par la même occasion accordé le bénéfice du doute aux responsables du CTRI. C'est pourquoi je me suis terré et me suis mis dans une position claire et sans ambiguïté, celle de non-défiance et de non-allégeance. Une telle position avait comme autre avantage de me permettre de prendre le recul nécessaire à la réflexion, de scruter tous les actes du nouveau pouvoir et de les analyser avec froideur, sans passion et sans complaisance. Par ailleurs, j'ai pris le temps d'observer et d'analyser minutieusement les événements. J'ai surtout pris le temps d'écouter les Gabonais de toutes les catégories sociales. J'en arrive, au terme de 8 mois, observer que les choses ne vont pas dans le bon sens, en raison précisément du hiatus entre la parole et les actes, et d'une telle confusion entre le dit et le non-dit d'une part, entre l'objectif et le subjectif d'autre part. À ce jour, après plus de 8 mois, les Gabonais peuvent eux-mêmes confronter les annonces et les ajustements. Aussi voudrais-je en ce jour m'exprimer sur les conclusions supposées du dernier dialogue, sur lesquelles il est difficile de faire la part entre le faux et le vrai, entre ce qui est retenu et ce qui ne l'est pas. Dans une telle confusion, je préfère publiquement marquer ma désapprobation afin de prévenir toute dérive autoritaire du CTRI qui nous renverrait aux méthodes anciennes que nous avons abondamment dénoncées lors de la dernière campagne électorale. À cet égard, j'ai pris le temps de suivre et d'analyser les déclarations des présidents des différentes commissions et de nombreuses participations au dit dialogue. J'en suis malheureusement arrivé à la conclusion que rien n'a bougé, ni évolué dans le bon sens, autrement dit, dans l'intérêt central du peuple. Les Gabonais, dans leur majorité, s'en rendent bien compte aujourd'hui. Mais loin de moi l'idée de condamner qui que ce soit, je voudrais surtout rappeler à tous la situation de notre pays, les difficultés de notre population, pour donner la bonne orientation aux citoyens de notre pays. Chers compatriotes, l'étape actuelle est celle d'une bataille résolue, la bataille de la survie, survie du peuple souverain,
qui méritent la considération et le respect. Survie de notre culture, notre identité collective, survie pour notre dignité saccagée et mise à nu. Survie pour notre fierté et surtout survie de notre pays en tant que nation, dans toute sa substance, autrement dit, une communauté de vie et de conscience dans un environnement sain. Malheureusement, et nous devons en convenir, il n'existe à l'heure actuelle aucune volonté de garantir un présent heureux et de construction de l'avenir de la nation que nous constituons tous, sans exception et à la même hauteur. Les Gabonais vivent comme des monolithes, les monolithes vidés de toute essence, de toute conscience, comme interdits de bonheur, de rêve, et poussés vers le désespoir et le désintéressement à tout ce qui est essentiel à la vie. Il nous faut donc résolument, à compter d'aujourd'hui, partir de zéro pour restructurer les mentalités de la population. Peuple gabonais, souviens-toi de ce que tu es et pas de ce que tu es devenu, de ce que les perfides trompeurs t'ont fait devenir. C'est le moment de dire avec fermeté que nous ne sommes nullement des sujets, mais des personnes bénéficiaires de notre maison collective, le Gabon, de l'action publique face à des dirigeants qui ont l'obligation de nous servir, car avant tout au service du peuple. C'est cet éveil qui doit nourrir et habiter l'esprit des Gabonais. En effet, en plus de souffrir du syndrome de Stockholm, le Gabonais devient mendiant, réduit à faire la cour, ventre à terre, pour ce qui lui appartient. Il est réduit à la mendicité, à commander ce qui lui revient de droit, à applaudir et à faire la cour à des autorités qui sont censées le servir. Il nous faut recentrer le débat et comprendre que nous ne sommes pas des sujets qui sont là pour applaudir. Le peuple est le seul maître et les gouvernants ses serviteurs. Toute autre attitude et déviance est nocive. Chers compatriotes, convenons-nous-en. Le pays est dans cet état de destruction, de désintégration, de double agonie. C'est parce qu'en partie, on accepte d'être victime. Ainsi qu'on le dit par ailleurs, l'esclave mérite ses chaînes s'il refuse de les briser. C'est dire que notre environnement est à la mesure de notre niveau psychologique, de notre état mental et des dégradations subies. L'état actuel du Gabon, notre pays, est le reflet de l'état psychologique des Gabonais. Notre environnement est à l'image de ce que nous sommes. Si on change notre façon de penser, notre environnement change par voie de conséquence. Ceci justifie cela. Or, dans le cas où chacun d'entre nous change et se met debout, les choses changeront inéluctablement. C'est un principe naturel. C'est dire que nous devons résolument sortir de notre torpeur et nous tenir prêts à bâtir le Gabon éternel, uni et indestructible, dont ont rêvé nos ancêtres et qui donnera un sens à notre vie et, assurément, un avenir meilleur à nos enfants et petits-enfants, qui sont notre projection dans le futur. J'invite donc les patriotes à rester en éveil, car la victoire du peuple gabonais et son avenir ne peuvent donner lieu à aucun marchandage, à aucun trafic. Nous avons l'obligation de construire notre avenir avec lucidité et clairvoyance pour que vive le Gabon éternel. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie. Bien, on peut dire que les hostilités peuvent commencer.
qui se jette à l'eau. Oui. Bonjour Monsieur le Président. Ça commençait vraiment à être un peu inquiétant d'être dans un pays où personne ne parle en dehors de ceux qui sont au pouvoir. Merci pour votre sortie d'aujourd'hui. Parmi les résolutions du dialogue national qui vient de s'achever, il y a donc cette suspension des partis politiques qui n'est pas encore actée parce que cette décision devrait passer par le référendum. Est-ce que ce n'est pas un peu tôt de vous être prononcé là-dessus aujourd'hui, sachant que ce n'est pas encore formalisé, cette décision? Je pensais que vous alliez nous dire, à la suite de votre développement, que nous avions raison de sortir maintenant pour la simple raison que le ministre de l'Intérieur s'est arrogé le droit, conformément aux résolutions qui ne sont que des propositions, s'est arrogé le droit de s'occuper désormais des élections. Qu'avons-nous? Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour que toutes ces luttes pour exclure, nous n'avons jamais réussi d'ailleurs à exclure le ministère de l'Intérieur, qui a toujours été là, derrière les différentes structures mises en place. Comment pensez-vous que nous puissions nous taire quand le ministre de l'Intérieur, se fondant sur les résolutions, dit que désormais c'est lui qui gère les élections sans qu'on ait modifié le code électoral? Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que ce n'est pas trop tôt de pouvoir dire que c'est désormais le ministre de l'Intérieur et qu'il se prononce? Je salue votre courage. Donc, je dis tout simplement qu'il est temps. Il est toujours temps, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, de toujours rappeler que nous voulons bâtir une véritable démocratie. Et ceux qui se sont donné cette mission doivent commencer par se mettre en ordre eux-mêmes dans leur comportement pour éviter que les partis politiques ne viennent à réagir, car c'est leur devoir de réagir. Vous ne pouvez pas nous dire, nous sommes restés longtemps sans parler, et quand on parle, vous nous reprochez de parler. Il n'est jamais trop tôt. Au contraire, nous sommes là pour accompagner le CTRI pour qu'il n'y ait pas de déviation ou de déviance par rapport aux engagements pris. La même question est adressée à vous, M. Berondosa, vous qui étiez candidat aux dernières élections, vous les avez remportées officiellement, selon vos propres estimations. Nous sommes dans un contexte où les partis politiques n'ont plus le pouvoir à la parole, ils sont suspendus. Votre réaction, parce que vous étiez attendu sur cette question depuis longtemps. La première chose, je n'aime pas répondre aux inconnus. Présentez-vous, vous appartenez à un organisme, qui vous êtes? Je suis Ismaël Ganzé, je travaille pour la Voix de l'Amérique, France 24. Bien, merci. Alors, vous me posez la question, quand vous venez à une conférence de presse, il y a deux attitudes, je suppose. Ou vous venez avec vos questions, qui sont déjà faites, et vous tenez à les poser, quel que soit ce qui a été dit. Je crois avoir donné les réponses à votre question ici, monsieur. Je ne peux pas me répéter. Merci. Il n'y a plus de questions? Même si on doit vous rabrouer, ayez le courage de poser des questions. Monsieur le Président. Oui, j'étais à l'eau. Aussi en dehors de Gabon première. Qu'est-ce qui justifie la tenue de cette conférence de presse au moment où le président de la transition est en visite en France? Première question. La deuxième question, qu'est-ce qui justifie l'alliance entre vous et le professeur Albert Odossa? Vous voulez qu'on soit bridé, qu'on ne s'exprime pas parce que le président serait à l'extérieur. Nous ne parlons pas de ce qui s'est passé à l'extérieur. Nous parlons de ce qui s'est passé ici.
Et nous avons pris le temps de lire, d'observer, d'écouter, avant de réagir. Et il est temps de réagir. Il est temps de dire au président de la transition que, quel que soit son âge, il devient le moment de cet exercice le père de la patrie. Et qu'à ce niveau, il doit avoir du discernement. Ne pas tout accepter ou ne pas prendre prétexte des gens qu'on organise pour en imposer aux autres. Nous tenions à le lui dire. Parce qu'on dit chez nous que quand dans la chambre, on n'écoute pas les conseils que vous donne la femme ou l'homme, vous êtes obligé de sortir cela pleine lumière pour dire à tout le monde ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est d'avoir organisé un dialogue où nous avons été exclus, où il nous a invités à sa table, chaque famille gabonaise, en disant envoyez-nous les noms des membres de votre famille et moi-même je choisirai qui j'invite à ma table. C'est indécent. Ça ne se fait pas. C'est vraiment manquer de respect et de considération pour les invités à votre table. Monsieur le Président, c'est ce qui justifie l'alliance entre vous et Non. professeur Adam. Laissez-moi arriver. Donc tout cela, toute cette orchestration des soi-disant Gabonais allés au dialogue, qui se vantent d'avoir eu le meilleur dialogue alors que ça a été un monologue, m'a emmené à dire, parce que vous savez, il vous l'a dit, c'est une opportunité pour qui s'exprime. Les Gabonais aiment quand l'autre reste reclus quelque part, et puis on l'abandonne. On est tous contents de ce qui peut arriver à l'un ou à l'autre. Mais ça peut nous arriver à nous tous. Et donc, nous avons décidé d'un commun accord de tenir cette conférence de presse qui bouscule les gens. Mais nous n'avons fait que dire ce que nous voulions dire pour l'intérêt de notre pays. Et quand vous m'avez entendu inviter le chef de la transition à écouter avec, non pas avec condescendance les autres. Quand on vous invite à une discussion et qu'on vous dise, bon, vous venez, mais c'est bien, et tout ce qui s'est dit au dialogue, je ne changerai rien, mais alors pourquoi nous inviter? Si ce n'est pas pour écouter aussi la voix de ceux qui n'étaient pas au dialogue, pour que le chef d'une nation puisse se faire son opinion, s'il n'est pas, bien sûr, déjà, s'il n'a pas de parti pris au départ. Et donc, nous n'avons pas à justifier devant vous les raisons d'être ensemble. Nous avons connu, si vous voulez qu'on en parle, quelques divergences, mais ça n'est pas, on a toujours été proches l'un de l'autre. Et donc, je ne vois pas ce qui gênerait à ce que Albert et Pierre Claver donnent une conférence de presse ensemble, et nous allons le faire assez souvent. Et ça va peut-être vous déranger, mais c'est comme ça qu'on a décidé d'être et d'agir. Monsieur le Président, la rôle des cas de Gabon Médiateur. Vous pouvez permettre que je réponde à moi, est-ce que ce ne soit la même question? Oui, je voulais rebondir, plutôt la reformuler. Si vous rebondissez, je n'aurai pas le temps de répondre. Permettez-moi, s'il vous plaît, parce que je voudrais savoir ça. Vous m'attendez, je réponds moi aussi, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. 3 questions, 3 préoccupations ont été soulevées. 2 essentiellement. D'abord, le président est en France. Si vous avez écouté mon intervention, j'ai justifié ma position. Ni défiance, ni allégeance. Ça veut dire que ce que le président fait, ça ne m'intéresse pas.
C'est clair. Et ça ne souffre pas d'ambiguïté. Ni défiance, ni allégeance. Je n'interviens pas parce que le président de la transition est en France. Et j'ai choisi de ne pas intervenir. Il allait dans plusieurs voyages, je ne suis pas intervenu. Donc, ni défiance, ni allégeance. C'est ça ma position. Maintenant, quant à l'alliance avec Pierre Claver, Maganga Moussavou, ceux qui me posent la question parce qu'ils ne connaissent pas ma personnalité. Moi, j'agis toujours en fonction de l'objet. Objectif et non subjectif. Hier, dans un passé relativement lointain, j'ai participé au gouvernement de Barbongo que je considérais comme un diable. Parce que Barbongo m'a posé un problème. Vous n'êtes pas pédagogiste, vous n'êtes pas des miens. J'ai un problème avec l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Un secteur dans lequel vous êtes l'un des meilleurs. Monsieur, venez pour que vous aidiez, pas moi, mais le Gabon, parce que vous êtes patriote. Quand j'ai répondu, j'ai regardé ce pourquoi il m'a appelé et non qui il était. Dans un passé récent, Madame Missambo, on n'a pas élevé les moutons ensemble. Je n'ai jamais été ancien pédagogiste. Je n'ai jamais été avec elle ou que ce soit. Je ne suis pas membre de l'Union nationale. Mais elle m'a appelé. J'ai suivi, non la nature de Madame Indasme, mais l'objet, ce qu'elle me disait. Il est temps que nous nous retrouvons pour pouvoir construire notre pays. D'où alternance 2023. Et c'est parce qu'il y a eu alternance 2023 que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Maintenant, Pierre Claver m'a appelé pour quelque chose de bien précis et il a été clair. Depuis, on ne vous a pas entendu. Or, tout le monde se pose des questions. D'autre part, vous êtes une autre personnalité. Qu'avez-vous à dire face à tous ces dits lors du dialogue? Je regarde alors l'objet, c'est pourquoi on m'a appelé, et non sa nature. Donc, ce qui parle d'alliance, ce n'est pas un mariage où nous sommes liés pour le meilleur ou pour le pire. Nous sommes liés par l'objet. Il faut savoir, et c'est cela ce qu'il faut dire aux Gabonais, faire la différence entre l'objectif et le subjectif. Je ne me détermine pas par rapport au subjectif, je me détermine par rapport à l'objectif. Je vous remercie. Merci. Suivant. Monsieur, je suis Jérôme Wilclub, je suis journaliste pour l'agence Reuters. Ça se comprend bien que vous venez là de dénoncer un amont parce que, je le rappelle juste, ces recommandations n'ont pas encore été traduites en loi. Donc vous dénoncez les recommandations, mais ma question, puisque vous affirmez que le président vous aurait dit qu'il ne va rien changer, la question c'est qu'est-ce que Maganga Moussavou et Albert Ndossa vont faire à partir de maintenant? Vous êtes des journalistes. Vous savez quelle est votre mission? D'éduquer le peuple, d'informer le peuple. Nous nous engageons un combat pour que l'on soit entendu. Et vous, votre rôle, c'est de faire des analyses et, si possible, de relayer ce combat. Ce n'est un secret pour personne que, effectivement, je pensais que quand on invite des personnalités après un dialogue, c'est pour qu'il y ait des rectifications à faire, probablement. Mais j'ai été désagréablement surpris d'apprendre que nous étions là uniquement pour soit applaudir, soit nous effacer. Eh bien, nous disons que nous n'allons pas nous effacer. Pas aussi facilement. Parce que ce pays est aussi le nôtre. Et que le Gabon étant une maison de verre, qu'on se garde
de jeter la pierre à telle ou telle personne, parce que tout est connu, tout est su. Le peuple gabonais, dans son entièreté, ne voulait plus des bongos. Il nous demandait partout, mais comment allez-vous faire pour votre pouvoir? Donnez-nous les armes. Nous répondions que nous n'avions pas d'armes et que ça n'était pas notre démarche. Quand se vient le coup d'État, on aurait pu penser, pour les démocrates que nous sommes, que le processus interrompu un jour ou deux allait reprendre, le décomptage aurait pu reprendre pour restituer le pouvoir à qui l'aura obtenu du peuple. Ça n'a pas été le cas. On a tous convenu que, bon, essayons de mettre une parenthèse plus longue. Mais une parenthèse. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des dérives. Il faut avoir le courage de les dénoncer. Non pas parce que nous voulons engager un bras de fer contre le CTRI, qui lui dispose des armes de la République, mais parce que nous voulons dire au CTRI, voici la direction à suivre. Parce que nous sommes un peuple qui doit être uni, solidaire, et que nous devons tous regarder dans la même direction, celle de gommer tous ces obstacles majeurs qui ont fait en sorte que le pays n'avance pas. Voilà les objectifs que nous poursuivons. Nous ne le faisons pas contre qui que ce soit. Nous le faisons pour qu'ils comprennent qu'on ne peut pas accepter d'être exclu du jeu politique par seulement un certain nombre de mécanismes, d'artifices qui feraient en sorte que vous, n'ayant pas forcément une femme gabonaise, parce que vous préférez l'autre, qu'on vous exclut pour cela, mais qu'on sache, que les Gabonais sachent à qui ils ont affaire, oui, mais d'exclure, je dis non, parce que ça heurte ma sensibilité. De le dire ici, ce n'est pas provoquer qui que ce soit. Et puis on peut avoir plusieurs femmes, tant qu'on y est. On peut, avant les élections, épouser une Gabonaise. Puisque l'exemple nous est donné. On peut avoir plusieurs femmes. Je ne parle pas de moi, peut-être que Mme Maganda est dans la salle. Je dis, c'est des options. Là, on peut avoir à relever. Donc, c'est plus de la propagande, ça relève plus de la propagande que de l'établir dans un document qui va être lu par les générations futures et qui vont nous reprocher, dans un monde de mixité, tout ce qui se passe. N'oubliez pas que j'ai mené un combat dur à Mouila quand on a exclu mon oncle parce qu'il était le même père que ma mère et le maire de la Nyanga. Il ne pouvait pas être maire à Mouila. J'ai trouvé ça scandaleux parce que l'enfant vit dans sa patrie localité. Il travaille dans sa patrie localité. Il investit partout où il va dans sa patrie localité. Il meurt dans sa patrie localité. Et il a le droit de régner dans sa patrie localité. Donc ça, ce sont nos traditions. Qu'on soit fan, patrilinéaire, ou pour nous, matrilinéaire. C'est ça qu'il faut rappeler aux jeunes pour qu'ils ne soient pas dans la passion et qu'ils comprennent que nous pouvons avoir à choisir par nous-mêmes, dans notre fort intérieur, qui nous voulons, sans qu'il y ait d'ostracisme, sans qu'il y ait d'exclusion. Nous sommes un petit peuple. Serons-nous les coudes? Il y a déjà beaucoup d'autres qui viennent nous prendre notre pain sans rechigner, alors que nous sommes sectaires vis-à-vis de nous-mêmes. Monsieur le Président, je vais peut-être reformuler la question parce que vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous entendez saisir les institutions compétentes pour contester les recommandations du dialogue national inclusif? J'ai dit
que j'invitais le président de la transition à recevoir les présidents et personnalités politiques. Il en va de la paix sociale, il en va de la cohésion sociale, il en va de la concorde et il en va de la prospérité du Gabon, que nous soyons unis et que nous regardions dans la même direction. Monsieur Oui. le Président Mandanda, La même question pour le professeur, s'il vous plaît. Bien, je n'ai pas très bien compris La votre question question. est de savoir, là vous êtes dans la dénonciation de ce qui se fait. Si je vous suis bien depuis le début, vous êtes dans la dénonciation de ce qui se fait. Vous avez dit qu'il y a des choses qui ne vont pas dans l'orientation, disons, du bien-être. J'essaie de paraphraser, vous allez me corriger. Mais ma question est de savoir, aujourd'hui, vous dénoncez par cette conférence de presse, en organisant cette conférence de presse, qu'est-ce que vous entreprendrez dans les jours à venir pour contester ce qui se fait actuellement? La précision, c'est sur les recommandations du dialogue national inclusif. Alors, ce qui me gêne toujours dans les journalistes, dans les questions des journalistes gabonais, c'est qu'ils ne sont généralement pas centrés sur l'objet, parce qu'ils répondent à d'autres éléments. Des gens qui leur ont donné des questions pour venir les poser, perturber. Mais moi, on ne me perturbe Non, pas. pas du tout. Vous me laissez parler, s'il vous plaît, vous avez parlé, je vous ai écouté. Allez-y. Vous avez le droit de répondre comme vous voulez. Et vous me donnez le droit, ou je me le donne, de répondre comme moi je veux. La chose est claire, c'est ça l'échange. Pas de restriction dans ce que je vais dire. Donc j'ai toujours de la gêne avec vous. Il existe dans tout pays des moyens politiques. Je ne sais pas à qui vous parlez. Aujourd'hui, j'ai été candidat à l'élection présidentielle. Je les ai gagnés. Je me suis primé par le silence, qui est un genre d'expression, sauf pour ceux qui ne sont pas lucides, sauf pour les non-éclairés. Aujourd'hui, je décide de parler en toute connaissance de cause. Et vous me demandez quels sont les moyens que je vais utiliser. Vous êtes sérieux là? Et je vais vous les déployer, vous, que je ne connais pas. Vous n'appartenez pas à mes équipes. Vous ne savez pas ce que j'ai à faire. Quand j'ai gagné l'élection présidentielle, vous n'étiez pas dans mes équipes. Et vous me voyez au cours d'une conférence de presse en train de dévoiler, de dérouler ce que je vais faire. Soyez sérieux. Ce qui veut dire en termes clairs que je ne vous dévoilerai jamais ce que je fais. Acte 1, c'était le silence. Acte 2, c'est cette déclaration. Les actes 3, 4 et 5 m'appartiennent. Et je m'adresserai, le moment venu, au peuple gabonais après les avoir déclinés à ceux qui me soutiennent dans mon action. Merci. Monsieur le Président, je suis Wilfried Moutendi, je suis journaliste à la rédaction Gabon 23. Je m'adressais particulièrement au président Ondossa, qui d'ailleurs a remporté la dernière élection présidentielle. Vous dressiez là, à travers votre propos de circonstance, un tableau sombre de la situation qui prévaut actuellement au niveau de la nation gabonaise. Éventuellement, tout le monde pourrait avoir constaté ce statu quo depuis quasiment des lustres, et certaines personnes pourraient se dédouaner quant à ce manque d'accès à une vie décente, ce qui est vécu d'ailleurs par la population gabonaise dans son entièreté. Monsieur le Président, en vous écoutant, il est tout aussi à souligner que à partir de votre appartenance à Alternance 2023, vous remportiez cette élection et que vous sollicitiez certainement le retour à l'ordre civil. Et que pour ce faire, il faudrait qu'éventuellement, surtout qu'en se rappelant que vous avez attiré l'attention du plus grand nombre sur la prise en compte de cette élection présidentielle, notamment la victoire qui est la vôtre, que l'on vous restitue probablement ce qui vous revient de droit, notamment cette souveraineté, vous ayant été accordée par l'ensemble des populations gabonaises. Mais qu'à cela ne tienne, nous pouvons constater, depuis éventuellement le 30 août dernier, l'impossibilité de pouvoir accéder à cela. Monsieur le Président, à cet effet, s'il fallait éventuellement repartir à l'ordre civil, ne serait probablement pas idéal
que vous fassiez peut-être comme les autres, notamment Jean Ping, Pierre Mamboundou, paix à son âme, et Paul Mbabessol, qui, en dépit de cette victoire, pourrait, un tant soit peu, penser à l'intérêt général et que pour rétablir l'ordre, notamment pour maintenir la stabilité dans notre nation, que l'on puisse donner la possibilité à un homme nouveau. Que pensez-vous? Quelqu'un qui n'aurait peut-être La pas... question est trop longue, s'il vous plaît. Je vous en prie. Allez-y. Non seulement vous avez une question trop longue, mais vous faites un procès d'intention. J'ai parlé ici, depuis l'élection, je n'ai jamais revendiqué quoi que ce soit. J'aime bien être pris sur ce que je dis. Et ce que je dis est toujours écrit. Donc, vous parlez d'un autre. Vous ne parlez pas d'Albert Ondos. Et pourtant, vous dressez une table sombre C'est sur le pas un statut échange. dans la nation. Attendez, c'est pas vous, c'est pas un dialogue entre vous et moi. Vous, journalistes, vous posez une question. Vous me laissez le point de répondre et on passe à quelqu'un d'autre. Je vous dis, ce que vous dites là ne me concerne pas. Parce que tout ce que vous avez dit n'a rien à voir ni avec mon dit depuis l'élection présidentielle, ni avec le propos introductif. Vous êtes hors sujet. Vous avez parlé... Alors, à partir de ce moment-là, vous me perdez du temps, je vous dis que prenez-moi à défaut sur ce que je dis. Je n'ai revendiqué aucun pouvoir. Et puis, la décision de se présenter ou non, elle est personnelle, individuelle. Ce n'est pas ici que je vais décliner ce que j'ai à faire. Je suis désolé. Donc, soyez dans l'objectif et non dans le subjectif. Ok? Merci. Un instant, s'il vous plaît. La question qu'il a posée à Albert Ondosa m'interpelle. Monsieur, vous êtes un homme nouveau? Il y a des hommes nouveaux. Non, je dis, est-ce que vous êtes un homme nouveau? Il faudrait d'abord que vous compreniez peut-être ce que c'est qu'un homme nouveau par rapport à la situation, au contexte sociopolitique actuel. Non, je voudrais vous définir l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est celui qui vient de naître. Et même quand il naît, il a déjà un péché originel. Ce que vous pensez être des hommes nouveaux, quand on va fouiller, c'est pourquoi les Pounous disent mangeons l'iguane. Ne fouillons pas dans le ventre de l'iguane. Parce que les Pounous ne mangent pas les escargots. Moi j'en mange. Mais les Pounous ne mangent pas les escargots dont se nourrit l'iguane. Et pourtant ils raffolent de l'iguane. Il n'y a pas d'homme nouveau en dehors de ce que nous nous mettons dans nos têtes. Quand on va fouiller la vie des uns et des autres, on n'y verra que de la pourriture. Donc, faites vos choix, mais ne venez pas nous parler d'hommes nouveaux parce que nous sommes dans un processus. C'est un combat que les uns et les autres ont pu mener encore très jeunes. Ils ont eu le courage. Ils ont failli perdre leur vie. Vous dites, vous venez affirmer ici que moi j'ai eu mal de voir Mba Abessol perdre les élections en 1993. J'ai eu mal de voir Péasona Mboumbou Yakou aller annoncer les résultats que Bongo avait gagnés alors qu'il ne les avait pas gagnés. J'ai eu mal de voir que Mamboundou n'a jamais accédé à une telle situation. J'ai eu mal de voir Mba Obam connaître la même situation. J'ai eu mal à voir Ping, qui était, avant que d'être candidat, au pouvoir. Et reconnaissance, c'est mon neveu, il riait sous cap, quand les autres connaissaient les problèmes. Il a fini lui-même par se retrouver dans la même situation. C'est-à-dire de gagner l'élection, mais de ne pas accéder à la fonction. Doit-on continuer? Doit-on encourager cela? Est-ce que ce qui a causé du tort au pays, est-ce que c'est le fait d'avoir des hommes nouveaux, des hommes anciens, ou des gens sans perspective, sans volonté, sans culture de la vie de la nation, et ce qui a entraîné toutes les dérives que nous connaissons? Essayez, s'il vous plaît, quand vous devez vous produire, je dis bien vous produire devant les autres,
de tourner votre langue plusieurs fois. Sentez-vous offusqué? Non. Tournez votre langue plusieurs fois et de dire que chacun ici est libre d'être candidat ou de ne pas être. Vous pouvez être candidat. Et le peuple peut vous choisir. Vous vous souvenez à Kanda, vous y étiez. On a dit que à partir de 18 ans, un jeune pouvait être candidat à l'élection présidentielle. C'est à toi. C'est au peuple souverain de choisir. L'exclusive, les gens nouveaux, qu'on voit nouveaux, alors qu'ils sont des anciens, alors qu'on les voyait là, rôdant autour de ceux qui avaient le pouvoir, ne peuvent pas être considérés, en tout cas pas par moi, comme des hommes nouveaux, mais comme des hommes tout court, qui ont des ambitions certainement. Mais ne faites pas taire, ne dites pas, ne soyez pas insultants en disant vos autres compères ont laissé le pouvoir au dictateur, alors vous aussi rentrez dans les rangs. Non. Non. Quand on vous adressera dans la rue et que personne ne lèvera le doigt, je condamnerai ceux qui vous ont laissé agresser sans réagir. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous n'avons pas le devoir de conseiller cela. J'allais dire, c'est impie de venir tenir de tels discours. Monsieur Pierre Claver Mangamsabou, l'ex-Sinclair, nous traitons les choses de chez nous. Nous allons parler de l'objectif, comme l'a dit monsieur Albert Ondoussa. En 2016, vous venez de le dire, vous avez eu mal de voir Ping qu'il n'a pas eu sa place, qu'il avait sollicité auprès du suffrage du peuple. Pourquoi en 2023, lorsque M. Ondoussa vient de le dire, avait été appelé par Paulette Missango et les autres les ont rejoints, notamment Domsima, Chamblier, pour créer l'alternance 2023 afin de reconstruire le Gabon. Pourquoi vous ne les avez pas rejoints? Pourquoi aujourd'hui? À moins que je me trompe si vous l'étiez. Et pour monsieur... Continue. Voilà. Et pourquoi c'est aujourd'hui que vous êtes ensemble pour vouloir reconstruire le Gabon et pour revendiquer ce que le président de la transition est en train de faire? Monsieur Albert Ondoussa, vous parlez de l'objectif. Votre objectif, d'après ce que vous disiez dans toutes vos apparitions, était de chasser les bongos et assainir les institutions. Et ce n'est pas Albert Ondoussa de venir construire le Gabon, ce n'est pas Ondoussa qui va construire les routes et tout. Quelles devaient être vos missions aujourd'hui, sinon vos actions, si vous aviez été là depuis le 26 août dernier? Quel est l'objectif de Oligui et qu'est-ce qu'il n'a pas fait depuis les 8 mois qu'il a pris le pouvoir? Je commencerai à dire que je ne suis pas là pour faire le procès d'Oligui. Je le ferai le moment venu. Je ne suis pas venu faire le procès d'Oligui. Et vous me dites, si j'avais été président de la République, je peux aussi dire, si j'avais été président de la République française, voilà ce que j'aurais fait. Donc, votre question, je ne veux pas y répondre puisque je ne suis pas président de la République. Voilà, je vous remercie. Bien, vous m'avez posé la question, mais je crois que vous avez eu un doute. Vous avez eu un doute. Si vous voyez bien les archives, je faisais partie de l'alternance de droit. Dès le début. Et j'en étais premier vice-président. Et il peut se trouver qu'au cours du parcours, nous ayons des divergences. Parce que moi, je suis quelqu'un, je n'ai pas de haine vis-à-vis de qui que ce soit. J'ai des préoccupations qui sont celles de trouver les voies et moyens de sortir ce pays de l'ornière. Aussi, quand mon ami, mes amis, quand ils nous ont décidé de faire des choix sans tenir compte du fait qu'il fallait avoir un projet de société et débattre de cela avant le choix, je me suis senti exclu. Parce que j'ai des préoccupations
qui dépasse le fait d'avoir le pouvoir, mais de savoir ce qu'on va offrir au peuple. Ce sont de petites divergences qui ont fait que j'ai dû sortir des rangs. Mais ça ne veut pas dire que je ne participe pas au combat qu'ils ont eu à mener, ou que je n'ai pas eu à reconnaître la victoire d'Albert Ondosa. Vous comprenez? J'aurais été choisi, ça aurait été la même chose. Paulette aurait été choisie, ça aurait été la même chose. Baro Chambry aurait été choisi, ça aurait été la même chose. Mais il peut y avoir des divergences, parce que moi je veux qu'on parle de l'essentiel, qu'est-ce que nous ferons après. Vous avez posé la question. Merci. Bon. Karl Makemba, Gabon Universal. Professeur Albert Ondosa, je vous poser une question. Vous semblez avoir rejeté en bloc les conclusions du dialogue national inclusif. Mais là, j'aimerais un peu rentrer dans les détails, notamment la recommandation consistant à réorganiser les partis politiques sur la base des blocs idéologiques 4, ceux qui semblent être en vue. Est-ce que ce ne serait pas là une manière justement de réorganiser un peu cette cacophonie qu'on a au sein des partis politiques? Je crois que ce qu'il y a comme problème, c'est que nous ne nous situons pas sur la même échelle de valeur. Quand je comprends votre question, la réorganisation est le fait d'une entité supérieure qu'on appelle l'État, qui décide à 8h ou à 9h de réorienter les partis politiques. Or, dans leur essence, c'est des associations privées, organisations d'individus libres. La réorganisation des partis politiques ne procède pas de l'État. Je suis désolé, c'est qu'il y a une confusion entre des termes et des genres. La réorganisation des partis politiques dépend tout d'abord des militants, sur la base d'une idéologie, sur la base d'une vision, sur la base des programmes et sur la base d'une conquête du pouvoir. Au local, au législatif ou au présidentiel. C'est cela, me semble-t-il, dans les pays qui fonctionnent normalement. Donc, une organisation ne saurait être imposée. L'État crée un cadre à l'intérieur desquels, de manière délibérée, les organes se restructurent. Donc, je combats tout dictat, parce que je ne reçois aucun ordre de l'État. Et je n'ai pas, effectivement, à m'y soumettre. De plus, je n'appartiens à aucun parti politique. Et je n'ai pas de parti politique. Donc, il faut bien comprendre que l'ère du temps, c'est cela. Il y a de nombreux présidents qui sont présidents sans avoir appartenu à aucun parti. Les exemples font légion. Donc, restructurez votre question pour que vous sachiez que l'État ne peut pas s'opposer en organisation des associations privées. Ce n'est pas possible. C'est de l'imposture. Je vous remercie. Une question. Monsieur Ali Akbar Azizet, Gabon 24 Actualité. Je vais m'adresser au professeur Albert Ondosa. On voudrait savoir, vos agents de sécurité sont des particuliers ou des agents de force de défense et de sécurité? La deuxième question, monsieur le professeur, selon la clameur populaire, vous aurez reçu 3 milliards par le CTRI pour votre apaisement. Info ou intox? La dernière question, les recommandations du dialogue d'Angondé ont été faites par les Gabonais normales selon vous? Merci. L'émotion, comprenez. Bien, monsieur Azizé, je vais répondre effectivement à ces deux questions ou trois. La première question c'est... Vos agents de sécurité? Ok, d'accord. Les agents de sécurité. Alors, je commence par là. Dès lors qu'on est dans un pays organisé et normal, il appartient au pouvoir en place de protéger les hommes politiques, quels qu'ils soient, de la majorité comme de l'opposition. Dans le cas d'espèce, Albert Ondosa, les procès-verbaux
les procès-verbaux existent. Tout le monde en a pris connaissance. Toutes les missions diplomatiques en ont pris connaissance. Ce n'est pas moi qui les ai signés, ce n'est pas moi qui les ai signés, qui les ai sortis. Les résultats ont été centralisés. Et ces résultats-là ont été donnés. Tout le monde les a. Vous devez les avoir. Si le pouvoir décide de protéger Albert Ondoussa pour des problèmes de sécurité globale du pays, parce qu'une balle dans la tête d'Albert Ondoussa, c'est le Gabon qui brûle. Si vous n'en prenez pas conscience, vous individuellement, c'est votre problème. Maintenant, quant au pays, Albert Ondoussa, au sortir de la dernière élection présidentielle, avait une garde privée qui était payée par alternance 2023. Bien, le problème est posé. Faut-il protéger Albert Ondoussa ou non? Il appartient aux détenteurs du pouvoir d'État d'en décider. Il a décidé d'affecter effectivement les militaires de la GR qui ont pour mission de protéger tous les hommes politiques gabonais à quelque niveau que ce soit, a fortiori quelqu'un qui est supposé avoir gagné l'élection présidentielle. Et je vous ai répondu. Donc, ils sont là, envoyés par le CRTI. Deuxième élément, j'aurais reçu 3 milliards, mais vous allez à la baisse. Parce que le dernier chiffre que j'ai entendu, c'est 8 milliards. C'est parti de 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, et le dernier que j'ai entendu, c'est 8 milliards. Bien. Et, de manière insidieuse, on a dit que si Albert Ondoussa se tait, c'est parce qu'il a été acheté. C'est bien. Je n'ai pas réagi. Puisque vous me posez la question, je ne vous dis pas non. Mais je mets quiconque au défi qui a transporté les milliards, je l'invite à un débat public télévisé. Parce que c'est facile de distiller les choses. Mais moi, je n'ai jamais reçu ces milliards-là. Donc celui qui vous a informé et qui les a transportés, il n'a qu'à dire où, dans quel cadre et comment il me les a donnés. Voilà la réponse que je peux apporter à cela. Et moi, je ne vais pas dans on a dit que. Voilà. La dernière, c'est les recommandations ont été faites par des Gabonais normaux. J'aime bien ça. La particularité du Gabonais, c'est qu'il parle avec dilettantisme. Rien n'est précis. Je vais essayer en cela d'être précis. Le Gabon lui donne 2 200 000 d'habitants, ce que je conteste. Parce que dans le calcul statistique, et en faisant une interpolation linéaire, le terme est savant, on se rend compte que le Gabon ne peut pas avoir plus de 1 500 000. Ce que je suppose, c'est qu'on a entre 900 000 et 1 200 000, le reste est composé des étrangers. Des gens qui n'ont pas la nationalité gabonaise. Si je me ramène maintenant au nombre de votants, à une certaine époque, aux dernières élections, celle de 2009, ils étaient à 300 000, 340 000, je suppose. Après, ça s'est élevé. Si je vais au maximum, en faisant une projection dans le temps, la population, le nombre d'électeurs serait de 800 000 personnes. Mais dans la réalité, le nombre de personnes ne dépasse pas 600 000 personnes, le nombre de votants. Et si je fais le rapport entre 600 et 600 000, c'est 0,001%. Quelle représentativité. Maintenant, nous prenons l'échantillon de base. C'est même pas ce qu'on appelle en statistique un échantillon raisonné. On choisit au cas par cas des gars qui doivent venir, selon les besoins de la cause, défendre effectivement une cause, moyennant quelques peccadilles. Alors, quelle est la représentation de cela? 0,0001. Faites le calcul. 600 divisé par 600 000, ça fait combien en pourcentage? Voilà ce qui est précis. Alors vous ne pouvez pas crier en me disant cet échantillon est représentatif. Ce n'est pas moi que vous le direz. Moi je calcule pour savoir mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'un échantillon soit représentatif? Qu'on y retrouve toutes les couches de la société représentées. On prend la population gabonaise, le dernier recensement fiable et connu c'est 2013. On le prend
Et on va voir, les statistiques existent, des catégories socio-professionnelles. Combien de pourcentage de femmes, combien de pourcentage d'hommes, combien de pourcentage de politiques, combien de pourcentage de la société civile. Et en fonction de cela, on demandera aux partis politiques d'avoir telle représentation. On demandera à la société civile d'avoir telle représentation. On demandera à tout le monde d'avoir telle ou telle représentation, au point qu'on aboutit à un échantillon qui soit fiable. Si c'est 600 personnes, c'est 600 personnes qui représentent alors toute la nation dans son intégralité. Alors, quand vous me parlez de la majorité des Gabonais normaux, non. Là-bas, se sont retrouvés des Gabonais anormaux. Parce qu'ils se sont dénaturés par rapport à l'objet. La question principale, je suis ici. Qu'est-ce qui justifie que je sois là? Qui je représente? Et vous trouvez, si je prends effectivement, sans dévoiler les vrais pourcentages, la dernière élection présidentielle, vous allez trouver que l'échantillon du dialogue est plus représentatif que le nombre de personnes de Gabonais qui ont posé leur bulletin de vote en faveur de M. Ondoosa. Non, nul et de nul effet. Donc, les recommandations n'engagent que ce qui y était. En tout cas, pour ma part, ça ne m'engage pas. J'en parle parce que ça interpelle les hommes et les femmes qui m'ont voté. C'est tout. Sinon, je ne me sens pas impliqué. Je vous remercie. Je vois que nous pouvons en rester là et que vous avez compris les raisons de notre présence ici et de nos réactions. C'est pour tenter de corriger ce qui doit l'être et rappeler qu'on ne peut pas se servir de 600 personnes triées sous le volet pour imposer sa volonté et son dictat aux autres. Nous disons non. Moi, je dis non. Et je voudrais, parce que je suppose qu'il n'y a pas eu beaucoup de relais, saluer fortement la déclaration des 104 partis politiques au niveau du CND, représentés au sein du CND, qui ont dit avec clarté que ce qui a été fait, surtout de la part de ceux qui ont été, certains parmi eux, comment les sous-commissions ont agi, comment l'embrigadement s'est fait, comment les orientations se sont faites pour aboutir à ce que nous savions déjà avant d'aller au dialogue. Non. Croyez-moi, ce que nous faisons ce matin, ça n'est pas tourné contre quelqu'un, mais c'est pour sauver notre pays. Pour appeler à un véritable ressaisissement, à un véritable dialogue. Parce que l'absence de dialogue entraîne l'intolérance. L'intolérance entraîne les excès. Les excès entraînent la violence et la violence entraîne la contre-violence. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Non pas par peur, mais pour préserver des vies humaines. Alors, quelles que soient les ambitions des uns et des autres, n'empêchez pas l'autre de s'exprimer, c'est sa seule voix. Quand on parle, on respire. N'empêchez pas les gens de respirer. Ne bridez pas les partis politiques. Ils ont besoin de respirer, de s'exprimer. Donner un sens à sa vie dans un pays où il n'y a pas beaucoup d'activités, en dehors de l'activité politicienne. Alors, nous disons que gardons-nous de penser que nous sommes contre ou que nous défions qui que ce soit. Nous le faisons pour notre peuple. Ne venez pas nous dire demain qu'on n'a pas été courageux
de dénoncer ce qui devrait l'être. Et les partis politiques l'ont fait avec force et détail, avec la manière. Nous devons leur dire merci pour cette réaction. Et je suis sûr et persuadé que si le général Oligui est conscient qu'une partie, une large partie du peuple ne le suit pas, il sera obligé de faire machine arrière, à moins qu'il ait décidé d'aller contre le mur, ce qui m'étonnerait. Alors nous attendons de voir comment il va prendre en compte nos préoccupations et je vais donc laisser, après ma conclusion, laisser Albert conclure également. Alors, en mot de fin, j'aimerais, ainsi que je l'ai dit au début, remercier le président Pierre Kalamaou-Moussavou pour m'avoir offert l'hospitalité et l'occasion de parler depuis bien longtemps. Je voudrais ensuite remercier les journalistes qui ont accepté de prendre part à cela et qui ont posé des questions qui m'ont permis de répondre aux préoccupations, aux questionnements du peuple gabonais. Je voudrais leur demander pardon, souvent j'ai une réaction véhémente. C'est dû à l'atmosphère de notre pays, qui est une atmosphère non fiable, sulfureuse, et qui fait en sorte que, généralement, quand on a des gens en face de soi, on ne sait pas qui ils sont, qui les envoie et pourquoi. On a beau décliner qu'on vient de la presse officielle, nous savons également comment l'opinion se manipule. Voilà pourquoi je suis très réactif dès lors qu'on me pose des questions, parce que je scrute pour savoir si cette question vient d'un journaliste ou c'est un sulfureux politique qui les leur a suggéré. Je suis donc content, je voudrais d'abord vous présenter mes excuses si d'aventure j'ai été véhément. Mais j'aimerais surtout vous remercier pour m'avoir donné l'occasion de parler de deux choses qui semblent avoir préoccupé les Gabonais. Le fait que je sois là, assis à côté de Pierre Claver-Mabougamoussavou. J'aimerais le redire, et j'ai des exemples historiques. Albert Ondossa ne se soucie pas du subjectif, il va à l'objectif. Cela veut dire qu'aujourd'hui, j'étais opposé à Ali Bongo. Si Ali Bongo me dit, Albert Ondossa, j'ai trouvé que le dialogue n'était pas bien, est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Je serai présent. Voilà ma logique. Il faut que ce soit clair. Qu'on ne me perd pas du temps à vouloir regarder avec qui je suis. Et c'est par ailleurs une manière de manifester ma totale indépendance. Je ne dépends de personne. Je fais ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Et je n'entends répondre aux dictats de personne. Première question. Deuxième préoccupation, c'est à propos de l'argent. Ça fait 8 mois que je me tais. J'ai tout entendu. Mon silence est dû qu'on m'a acheté. Je rigole. Omar Bongo était l'un des plus riches du monde. Les statistiques le disent. Oligui Nguema n'est pas sur la liste des plus riches du monde. Si Omar Bongo n'a pas pu acheter Ondossa, rassurez-vous, Oligui Nguema ne pourra pas m'acheter. C'est sur l'objet. Qu'est-ce qu'il fait pour ce pays? Et c'est sur quoi je suis. Et je me dis que j'ai présenté un projet aux Gabonais qui l'ont approuvé. Albert Ondossa a eu un score que personne, depuis que le Gabon existe comme État, n'a eu. Pensons aussi. On ne peut donc pas balayer cela d'un trait. Non. Cela suppose effectivement qu'on s'asseye. Ça ne veut pas dire qu'Albert Ondossa va être vice-président. Non, on ne peut pas partir de président pour être vice-président. Je suis désolé, je suis clair. Et je l'ai dit à Oligui de manière claire. Je ne serai pas son premier ministre, je le répète. Je ne serai pas son ministre, je le répète. Mais ce que j'ai dit, les Gabonais ont envie de vivre mieux. Que toute disposition soit prise à cet effet. Ensuite, répondre à une préoccupation des Gabonais. Bannir le système Bongo PDG qui a ruiné notre pays.
Et je reviens sur ce qui est essentiel, la commission justice et réconciliation qui s'impose pour reconstruire ce pays. Je vous remercie. Bien.